Deuxième partie de notre émission Territoire d'Info avec l'invité politique en direct sur ce plateau ce matin, c'est Manon Aubry. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la tête de liste de la France Insoumise aux élections européennes. Et pour vous interviewer à mes côtés ce matin, Oriane Mancini de Public Sénat, bonjour, spécialiste politique, et Patrice Moyon de Ouest France, le plus grand quotidien francophone du monde. Bonjour Cyril. Patrice, et merci d'être avec nous ce matin. Manon Aubry, on en vient à l'actualité tout de suite. Emploi, apprentissage, écologie du quotidien. Édouard Philippe réunit ce matin à Matignon élus, partenaires sociaux, acteurs associatifs autour de plusieurs priorités. Des grands chantiers devant faire l'objet d'une mobilisation nationale. Il reçoit donc les corps intermédiaires, comme on les appelle. Vous y voyez quoi? Le retour en grâce de ces corps intermédiaires, c'est positif ce qu'il fait le Premier ministre ce matin? Il les redécouvre. Il les redécouvre. Vaut mieux tard que jamais, vous allez me dire. Mais c'est bien qu'il découvre qu'il y a des corps représentatifs dans notre société, que sont les syndicats, qui sont des acteurs majeurs, qui doivent être mis autour de la table. Je regrette qu'au moment où il a fallu détricoter le Code du travail, à peine arrivé au pouvoir, ils se sont bien passés du rôle des syndicats. Et puis moi, j'ai envie de faire une proposition aujourd'hui au Premier ministre, quitte à mettre l'emploi au cœur de la bataille du gouvernement. Il y a une manière de créer beaucoup d'emplois, c'est de faire de la transition écologique. Ça crée 900 000 emplois si on fait 100% d'énergie renouvelable. Alors ça nécessite d'investir, c'est un vrai choix politique. C'est manifestement pas le choix du gouvernement à l'heure actuelle. Mais j'ai envie de dire chiche. On est à l'aube d'une nouvelle extinction de masse. À Metz, G7 à Metz. Je vous en avais peut-être parlé ce matin. Rapport qui est publié, qui est le rapport le plus alarmant jamais publié sur la question de la biodiversité. On va vers une 6e extinction de masse, 1 million d'espèces qui vont disparaître. Je crois qu'il y a consensus en la matière. Il faut sauver la planète, sauver le climat. Et le message du rapport est très clair. Il faut changer radicalement de système économique. Et pour changer radicalement de système économique, eh bien, il faut investir massivement dans la transition écologique. Et ça tombe bien, ça crée beaucoup d'emplois. Alors, on va parler de l'écologie, notamment, puisque ça fait partie de votre programme aux européennes. Mais juste sur l'économie, hier, dans le journal du dimanche, Olivia Grégoire, députée de la majorité, a confirmé la volonté de faire le ménage dans les niches fiscales, disant qu'elle pouvait atteindre 1,5 milliard d'économies. Vous approuvez? Alors là aussi, j'appelle le gouvernement à un peu de cohérence, parce qu'avant, je travaillais pour une ONG qui s'appelle Oxfam sur les questions justement fiscales. Et quand on avait proposé un amendement au gouvernement il y a un an, dans le budget de l'année précédente, pour justement faire le ménage dans les niches fiscales, sachant qu'elles ont été multipliées par 2 en l'espace de 10 ans. Le gouvernement, vous avez envoyé bouler d'un revers de la main en disant oui, circuler, il n'y a rien à voir, on sait très bien que c'est efficace. Et par ailleurs, c'est bien d'évaluer l'efficacité, mais il va falloir être clair sur lesquels supprimer. On sait par exemple que le CICE... je vous prends un exemple, le CICE, qui a été transformé, mais on savait que c'était un crédit d'impôt qui était extrêmement coûteux, avec très peu d'efficacité. Plus de 300 000 euros l'emploi créé, un seul emploi créé. Il n'a pas pour autant été supprimé. Donc il faut que le gouvernement suive ensuite les préconisations et l'évaluation de l'efficacité de ces niches fiscales. Il faut le rappeler, la France fait partie des pays records en matière de niches fiscales et de crédit d'impôt. Mais la France aussi affiche le taux record en termes de prélèvement obligatoire. Et on sait que à 80%, le CICE profite aux petites entreprises. Je peux me permettre de vous interrompre sur le prélèvement obligatoire, c'est faux. C'est faux parce qu'on compare des poires et des patates. Le prélèvement obligatoire, on compare les impôts et les cotisations sociales. Les cotisations sociales, c'est une forme de salaire différé qui est inclus dans ce taux de prélèvement obligatoire et qui n'existe pas dans beaucoup d'autres pays. Ce qui explique la différence. Et par ailleurs, on voit que la France, comme beaucoup d'autres pays en Europe, et ça nous permet de faire un lien avec l'Europe, s'inscrit dans une course à la concurrence fiscale. C'est-à-dire que les États, les uns après les autres, au sein de l'Union européenne, baissent leur taux d'imposition des grandes entreprises et des plus riches pour faire face à cette concurrence. Mais le résultat, c'est que les impôts les plus injustes, eux, augmentent, comme la CSG qui a été multipliée par 6,7 en 20 ans, ou la TVA, plus 73% en 20 ans. Mais c'est bien cet écart de compétitivité qui explique aussi le niveau de chômage qui est plus élevé aujourd'hui en France que dans la moyenne des autres pays de l'Union européenne. Là aussi, je pense que c'est un présupposé économique. Pour créer de l'emploi, nous défendons une théorie économique qui est bien plus vieille que moi, qui est assez simple. Pour relancer l'économie, il faut donner de l'argent davantage aux plus pauvres. Non pas parce qu'on veut seulement aider les plus pauvres, mais parce que c'est bon économiquement. Parce que si vous donnez 100 euros à quelqu'un qui gagne 1000 euros, ces 100 euros, il va les consommer. Si vous donnez 100 euros à quelqu'un qui en gagne 1 million, eh bien, il va spéculer sur les marchés financiers ou il va les faire dormir quelque part. Et on l'a vu avec les 10 milliards d'euros qui ont été reversés dans le cadre des premières annonces d'Emmanuel Macron, qui étaient à notre sens pas suffisantes, mais qui ont dopé quand même l'économie et qui ont dopé la consommation. Et donc le meilleur moyen de créer de l'emploi, c'est de booster la consommation. Et pour booster la consommation, c'est de reverser de l'argent, de remettre l'argent dans l'économie réelle et notamment pour les plus pauvres. Mais c'est une politique qui n'a pas réussi à enrayer le taux de chômage en France, à la différence des autres pays de l'Union européenne.
Vous savez, la dernière politique publique qui a créé l'emploi, c'était les 35 heures. Alors, je dis pas ça parce qu'elle s'appelait Martine Aubry, je n'ai pas de lien de famille avec elle, mais le fait est que c'était une politique qui partageait le temps de travail et qui a créé plus de 300 000 emplois et qui, du coup, a prouvé une forme d'efficacité. Je crois que c'est la dernière politique publique menée par un gouvernement qui a été créatrice d'emplois, la preuve que ça peut fonctionner, et je pense que c'est cette direction que l'on devrait reprendre, et je vous promets, non pas parce qu'elle s'appelait Martine Aubry. Allez, un mot sur les Gilets jaunes samedi, de mobilisation, plus faible mobilisation depuis le début du mouvement. Est-ce que pour vous, il est temps de passer à autre chose, ou en tout cas une autre forme de mobilisation ? Plusieurs choses sur le niveau de mobilisation. D'une part, on peut comprendre que le niveau de mobilisation faiblit quand il y a une telle instrumentalisation par le pouvoir qui les désigne de violents, de factieux, de séditieux, de tout ce qu'on veut, et qui, cette semaine, quand même revenir sur la tentative la plus folle d'instrumentalisation de la part de Christophe Castaner et du gouvernement, qui a quand même accusé d'attaque des gens qui se réfugiaient dans un hôpital parce qu'ils étaient poursuivis, et notamment par la police, et ils voulaient juste se protéger. Alors Christophe Castaner a reconnu son erreur sémantique, il a reconnu qu'il n'aurait pas dû employer ce mot. Qu'est-ce que vous dites ? Faut avouer à moitié pardonner ? Qu'est-ce qu'il a utilisé comme terme à la place ? Intrusion violente. Moi, j'appelle pas vraiment ça un retour en arrière. Intrusion violente. À quel moment y a-t-il eu de la violence ? Pas mal de confrères à vous ont recueilli les témoignages du personnel hospitalier qui est très clair en la matière. Ils ont fait face à eux des gens qui étaient juste apeurés et donc qui ont cherché à juste se protéger. Ce n'est aucunement une intrusion violente, et Christophe Castaner n'est en réalité pas revenu sur ce qu'il avait dit, et je crois que son attitude est vraiment irresponsable pour un ministre de l'Intérieur. Vous demandez toujours sa démission ? Oui, toujours sa démission, et en plus Christophe Castaner n'en est pas là à son premier fait d'armes. Il a quand même, au moment de l'affaire Geneviève Leger à Nice, il a dit qu'elle était tombée toute seule, alors qu'en réalité les premiers éléments d'enquête prouvent qu'elle a été poussée par un policier. Christophe Castaner, c'est le ministre de l'Intérieur qui va dans des écoles expliquer comment marchent des LBD, ou qui dit que les ONG qui sauvent des vies en Méditerranée sont les complices des passeurs. Donc la liste commence à être longue s'agissant de ce ministre, et son attitude surtout la plus irresponsable est dans le maintien de l'ordre, où il y a plus de 2000 blessés, c'est colossal, des gens qui ont perdu une main, un œil, et on a bien vu que son attitude en matière de maintien de l'ordre est extrêmement dangereuse, et je crois qu'il doit partir. Des sénateurs demandent son audition devant le Sénat. Vous êtes d'accord ? Il doit être auditionné par le Sénat ? Oui, je pense qu'il doit être auditionné par le Sénat. Il y a aussi des demandes similaires qui sont faites à l'Assemblée nationale. Mais vous savez, là, je crois que ça va au-delà de la question de l'audition. C'est une faute politique, au-delà d'être une faute juridique. Il y a une faute politique. Il faut prendre des mesures politiques, et il doit s'en aller. C'est Manon Aubry, tête de liste La France Insoumise aux Européennes, qui est notre invité politique en direct ce matin sur ce plateau. Justement, on va parler des Européennes. Vous êtes crédité autour de 8%. Dans les derniers sondages. Il y a une participation assez faible. Votre collègue fait la moue un peu plus dans les derniers sondages. Mais un peu plus, ouais, j'ai dit autour de 8. Participation faible, entre 38 et 42%, et puis également un électorat assez volatile, c'est ce qui ressort de ces sondages. Pourquoi, Manon Aubry, les Européennes, ces élections n'impriment-elles pas ? Parce qu'on fait en sorte qu'elles n'impriment pas, parce qu'on passe plus de temps sur les plateaux télé à commenter les sondages plutôt qu'à faire des propositions de fond. Donc moi, je vais vous répondre, et je vais essayer, avec le peu de temps que j'ai, de donner aux gens envie d'aller voter. Je crois que la première raison d'aller voter, c'est de ne pas laisser Emmanuel Macron remporter la partie, et au soir du 26 mai, se dire chouette, ma politique antisociale en faveur des plus riches. C'est ce qu'a dit Jordan Bardella également, hein. Et très bien, mais Jordan Bardella, quelle est l'alternative ? Du Rassemblement national, pardon. Quelle est l'alternative qu'il propose ? Jordan Bardella, en fait, a énormément de convergence avec le Rassemblement national. Il s'installe dans une forme de duo entre eux. Et en réalité, le Rassemblement national est, tout comme La République En Marche, contre l'augmentation du SMIC pour les institutions actuelles en France. Le Rassemblement national s'est abstenu sur la directive travail détaché au niveau européen, ou encore les alliés de Madame Le Pen proposent en Autriche la semaine de travail à 60 heures de travail. Ça ressemble un peu au travailler plus pour gagner moins d'Emmanuel Macron. Donc je pense qu'il faut sortir de ce duo mortifère et montrer qu'une troisième voie est possible, une réelle alternative, c'est celle qu'on met sur la table. 33 listes, c'est un record. Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir su convaincre les Gilets jaunes de se rallier à la liste des... Alors, plusieurs choses. D'abord, des Gilets jaunes, il y en a 79 sur notre liste, puisque l'ensemble de la France Insoumise était mobilisé dans ce mouvement, même si on n'avait absolument pas la prétention de représenter l'ensemble du mouvement. On a toujours été très vigilants là-dessus. Une deuxième chose, c'est que dans la constitution de notre liste, on a essayé, autant que faire se peut, d'avoir une démarche de rassemblement la plus large possible. Moi, je suis tête de liste, je ne viens pas
des rangs de la France Insoumise, j'avais jamais milité politiquement avant et je viens du milieu associatif. On a Emmanuel Morel qui vient du Parti Socialiste, Sergio Coronado qui vient d'Europe Écologie Les Verts, d'autres acteurs syndicaux et associatifs. On a essayé de faire cette démarche de rassemblement la plus large possible. J'aurais espéré qu'elle soit encore plus large parce que oui, en effet, pour peser, il faut pouvoir se rassembler le plus largement possible. Mais après, c'est la démocratie et c'est normal que chacun qui veuille se présenter puisse le faire. Mais quand même, il y a une demi-douzaine de listes à gauche. Du coup, est-ce que vous redoutez une dispersion des voix ? Bien, je pense que s'il y a une demi-douzaine de listes à gauche, il y a plusieurs voies qui sont proposées. Et aujourd'hui, nous sommes la seule liste qui propose une rupture avec les règles européennes actuelles telles qu'elles existent, qui remettent en cause un certain nombre de dogmes européens, comme le libre-échange qui est inscrit dans les traités européens, comme l'austérité budgétaire de 3% de déficit qui empêche d'investir massivement dans la transition écologique, ce qui me permet de boucler la boucle avec ce que je disais initialement et l'ambition de faire 100% d'énergie renouvelable, ou encore avec la mise en concurrence de nos services publics qui est imposée aussi par les règles européennes. Et donc il y a des divergences à gauche aujourd'hui qu'il ne faut pas nier et qui expliquent pourquoi aussi nous nous trouvons sur des listes différentes par rapport à Europe Écologie Les Verts ou le Parti Socialiste. On peut partager une ambition écologique, mais je crois que la méthode est différente et nous allons jusqu'au bout de la démarche pour nous donner les moyens de prendre à bras-le-corps l'urgence climatique. Patrice Moyon. Mais ces traités, alors vous les changez comment ? Vous restez au sein de l'Union européenne, mais vous ne pouvez pas les changer. Alors c'est une bonne occasion de réexpliquer nous notre vision. Nous disons une fois qu'on a bien compris que ces traités européens sont problématiques et empêchent de faire l'harmonisation sociale, fiscale et la transition écologique, nous proposons soit de les renégocier collectivement, soit de faire la liste des dispositions qui sont problématiques comme je viens de commencer à le faire, mais la liste est plus longue, et d'aller voir Bruxelles, l'Allemagne, ceux qui pèsent dans l'Union européenne et leur dire ces règles, on ne les appliquera plus. Alors c'est important de le dire, ça se ferait dans un cadre de prise de pouvoir national et de pouvoir exécutif. Et il ne faut pas oublier que dans ce rapport de force-là, la France pèse un poids énorme dans l'Union européenne. Au-delà d'être un pays à l'initiative de la création de l'Union européenne, c'est la deuxième économie européenne. Et nous cotisons ou nous participons à hauteur de 16 milliards d'euros au budget annuel de l'Union européenne, autant de leviers que nous pouvons utiliser dans le rapport de force. Malgré tout, vous ne pourrez pas changer les traités ou sortir les traités sans l'unanimité des autres pays. Donc la première hypothèse, c'est celle de les changer tous ensemble. La deuxième hypothèse, c'est par exemple d'obtenir des options de retrait sur l'ensemble des dispositions que je viens de vous lister. Vous savez, si demain nous disons à l'Union européenne, nous ne respectons plus la règle de 3% de déficit, nous n'appliquerons pas votre directive de mise en concurrence du paquet ferroviaire, de mise en concurrence du rail qui ferme les petites gares, nous n'appliquerons pas vos traités de libre-échange, que va faire l'Union européenne ? Est-ce qu'elle va nous mettre dehors ? Elle ne met pas dehors la Hongrie, la Pologne, l'Autriche qui violent allègrement les droits de l'homme. Et parce que nous défendons un programme écologique, social, de progrès humain, ils vont nous mettre dehors. Il n'y a aucune disposition dans les traités européens qui prévoit une telle exclusion. Moi, je pense que c'est de faire le pari audacieux, mais le pari qui permettra véritablement de sauver le climat et de rompre avec les règles austéritaires qui nous sont imposées à l'heure actuelle. Alors, Patrice Moyon. La politique de la chaise vide comme le général de Gaulle, finalement ? Oui, vous savez, il y a d'autres choses sur lesquelles on se sent un peu héritier du général de Gaulle. Il y a notamment sur notre vision de l'Europe de la paix. Le général de Gaulle était un des rares et un des seuls en Europe à s'opposer notamment à l'OTAN. Parce qu'aujourd'hui, la politique de défense européenne est arrimée à l'OTAN des États-Unis de Donald Trump, et qui pousse à la guerre. Et nous sentons héritiers du général de Gaulle en la matière pour sortir la politique européenne de défense. De l'Atlantique à l'Oural ? Ouais, je pense qu'il faut prendre les idées là où elles sont bonnes. Après, nous voulons une politique européenne de la paix, ce qui est une politique de la désescalade, où on ne s'arrime pas à une puissance étrangère de quelque côté que ce soit. Vous insistez quand même sur l'écologie, la transition écologique. Nathalie Loiseau propose la création d'une banque pour le climat, d'y affecter 1 000 milliards. Est-ce qu'il y a des convergences à imaginer avec ce type de proposition ? Vous savez, quand j'entends, et j'ai lu le long papier du JDD sur les propositions écologiques de Nathalie Loiseau hier, moi ça me fait assez rire parce que c'est vraiment l'écologie de salon. C'est super, on a plein de bons principes, mais regardez ce qu'ils font et ce qu'ils ont fait en pratique. Par exemple, elle dit que les accords de libre-échange la signature des accords de libre-échange devrait être conditionnée à un certain nombre d'objectifs en matière climatique.
Ah bon, qui a soutenu l'accord de libre-échange avec le Canada, cet accord qui s'appelle le CETA, le même gouvernement auquel elle a appartenu. Et moi, j'ai envie de dire, puisque cet accord de libre-échange n'a pas encore été ratifié par l'Assemblée nationale et le Sénat, eh bien, dites à vos députés de ne pas le ratifier parce qu'il y a eu des études qui prouvent que c'est un impact négatif sur le climat. Vous voyez, la politique en matière écologique est pleine de contradictions. Et à l'heure de ce nouveau rapport sur la biodiversité qui exige un changement radical de politique économique, je crois que la politique des petits pas proposée par le gouvernement en matière climatique ne suffira pas. Mais vous ne dites pas si vous approuvez ou non. Sur la banque, sur le climat, elle est impossible dans le cadre des traités européens, puisque aujourd'hui la Banque centrale européenne est celle qui fait la politique monétaire européenne. Et cette Banque centrale européenne, aujourd'hui, on n'a pas de prise politique sur elle, elle est complètement indépendante et ça fait partie des règles européennes qui sont problématiques en la matière. Alors, on connaît une partie seulement du programme de La République En Marche, la partie sur l'écologie. C'est bien de noter qu'à 3 semaines des élections, ils n'ont toujours pas de programme. Justement, alors que l'Europe est très important ils pour présenteront leur programme le 9 mai. Est-ce que pour vous, c'est tard, trop tard? Mais c'est trop tard. Mais vous savez, ils se sont placés pendant 6 mois dans un duel. C'est nous le chaos, on va sauver l'Europe. Ah oui, comment? Avec quel programme? Moi, je trouve que c'est vraiment se moquer du monde de ne pas être en capacité de proposer un programme pour ces élections, alors même qu'ils disent qu'ils veulent mettre l'enjeu européen au cœur de ces élections. Nous avons présenté un programme depuis début décembre dernier. C'est sur ce programme que nous faisons campagne avec des propositions claires. On ne ment pas aux électeurs. Je crois que vraiment, ils nous prennent pour des imbéciles et franchement, ça m'énerve. Manon Aubry, votre spécialité, en fait, vous êtes fait connaître en fait, sur ces sujets-là, c'est la lutte contre les paradis fiscaux. Or, on a appris que Maria Gabriela Chavez, qui est la fille d'Hugo Chavez, est la personne la plus riche du Venezuela. Sa fortune est évaluée à 4,2 milliards de dollars. Alors c'est un chiffre absolument faramineux qui contraste évidemment avec l'état de délabrement de l'économie vénézuélienne. Est-ce que ça vous interpelle, ça ? Vous me l'apprenez, je n'étais pas au courant, mais oui, bien sûr, ça m'interpelle, comme tous les écarts de richesse qui existent dans le monde. Je peux vous parler des dizaines de milliards de Monsieur Pinault ou Monsieur Arnault en France. On n'est pas dans le même type d'économie non plus. On n'est pas dans le même type d'économie, mais on n'est pas dans les mêmes types d'écarts. Vous savez que la France est le pays avec les États-Unis l'an dernier qui a connu la plus forte augmentation du nombre de milliardaires. Donc, non, mais ça vous choque pas? Bien sûr, je vous le dis, ça m'interpelle. Maintenant, j'ai pas les détails C'est toujours un modèle, la forme de gouvernement, on va dire Chavez, Maduro. C'est marrant parce qu'il n'y a que à la France insoumise que... Non, à cause de Jean-Luc Mélenchon, qui depuis longtemps... Moi, je pense que déjà, vous vous éloignez du scrutin des élections européennes, si je peux me permettre, d'une part, et d'autre part, moi, je vous interroge véritablement sur le fait qu'à chaque fois que je vais sur un plateau télé, on me parle du Venezuela. Parce que Jean-Luc Mélenchon en a été un grand admirateur. Reconnaissez-le, reconnaissez-le. Je vous le dis, et désolé, vous répondez pour l'ensemble, vous prenez pour l'ensemble des journalistes, mais si sur chaque plateau télé, l'objectif c'est d'interpeller la France insoumise et de dire regardez, vous êtes des affreux dictateurs du Venezuela, franchement, c'est assez ridicule et je pense que la manœuvre, on voit que ça vous très bien. Agace. Donc, ça m'agace parce qu'il n'y a pas un plateau télé où on ne pose pas la question. Donc, oui, parce que Jean-Luc Mélenchon en a beaucoup parlé, il s'est beaucoup positionné sur ces problèmes-là. On va lui poser la question. Posez-lui la question sans problème. Oriane Mancini sur France Télécom. Un mot rapidement sur un autre sujet, France Télécom, puisque le procès de l'affaire des suicides au travail chez France Télécom s'ouvre aujourd'hui. Est-ce que à la France Insoumise, vous allez faire des propositions, notamment sur cette question de la souffrance au travail? Oui, la question de la souffrance au travail est majeure. On le voit que c'est une certaine forme d'esclavage moderne qui se développe. Nous sommes pour la reconnaissance du burn-out. Désolé le terme anglais, mais je ne sais même pas s'il y a un terme français comme maladie professionnelle. Dépression, quoi. Dépression au travail. Et puis, je crois qu'au-delà de ça, il faut qu'on continue les avancées sociales pour protéger les droits des travailleurs et que le partage du temps de travail doit permettre à la fois de créer de l'emploi, pour revenir à ce que je disais plus tôt, mais aussi de protéger les travailleurs et de s'épanouir tout simplement au travail. Ça doit être une source d'émancipation et pas une source de souffrance comme ça l'est bien trop souvent. Merci Manon Aubry, on va vous laisser parce que ce soir vous avez match. Oui, j'ai match de water-polo. De water-polo. Tout à fait. Vous savez, on reste des êtres humains avec 2 bras, 2 jambes, et moi j'essaie de garder ma vie d'avant, et puis j'espère que peut-être notre victoire de ce soir sera un bon présage pour les élections du 26 mai. Vous attendez la victoire ? Normalement, on devrait remporter le championnat si tout va bien, si on ne devrait plus être rattrapé, donc c'est plutôt une bonne nouvelle et accéder au championnat de France. Merci beaucoup Manon Aubry, tête de liste de la France Insoumise aux élections européennes et championne donc de water-polo. Merci. On passe au débrief de l'actualité. Merci Oriane Mancini, merci Patrice Moyon. Merci, bonne journée. Et bon courage pour le match. Merci. Voilà, je accueille Hubert Coudurier.
Directeur de l'information du Télégramme, président de TBO et TB Sud, les deux chaînes TNT de Bretagne, et Samuel Ribaud de l'ALP, de l'agence locale de presse, qui travaille pour la presse quotidienne régionale. Messieurs les européennes, vous avez vu que la France insoumise, dont notre invité est la tête de liste, est créditée entre 8 et 9, on va dire, d'intention dans les derniers sondages. La participation est quand même assez faible, 38 à 42%, un électorat très volatile aussi dans ce qui ressort de ces derniers sondages. Pourquoi ces européennes, Samuel Ribaud, n'impriment-elles pas ? J'aimerais bien pouvoir vous donner une réponse définitive, mais je crois que les précédents scrutins n'avaient pas tellement imprimé non plus, pour reprendre votre expression. Et puis, je pense que l'hystérisation de la vie politique française depuis le mois de novembre et l'irruption des Gilets jaunes dans l'actualité, l'incendie de Notre-Dame, enfin cette dictature de l'émotion que nous alimentons, d'ailleurs nous journalistes, je le regrette parfois, font qu'un sujet de fond comme l'Europe, avec des grands projets structurants, avec une espèce de souffle lyrique dont on aurait besoin pour nous réapproprier le projet européen. C'est le pouvoir d'achat qui a empêché le débat. Non. Pouvoir d'achat, puis quand on parle d'Europe, on parle de Brexit, on parle de Viktor Orban, on parle de migrants, enfin tout ça est totalement anxiogène. On a oublié la dimension protectrice, on a oublié la dimension de paix. D'ailleurs, je note que la représentante, la tête de liste de la France Insoumise a convoqué le général de Gaulle. Donc, absolument, de l'Atlantique à l'Oural. Ça méritait d'être souligné quand même. Et cela dit, elle l'a fait de manière tout à fait pertinente. Voilà, je pense que le projet européen n'est plus expliqué, ne fait plus rêver. Or, il structure complètement aujourd'hui la vie des États qui en font partie, et au premier rang desquels la France. Et c'est profondément dommage. Après, la désaffection des Français pour les scrutins, elle n'est pas nouvelle. La France a perdu. On parlait tout à l'heure de cette politique industrielle française qui se délite et dont l'affaire Gozn et le raid de KLM contre Air France est la dernière illustration. Tant que Mitterrand pouvait dire la France est le fer de lance de l'Europe et qu'on pouvait se comporter comme des leaders, il y avait un certain écho. Aujourd'hui, même Emmanuel Macron n'arrive plus à imposer ses vues, comme notamment sur la date et la sortie des Anglais pour cause de Brexit, parce que le lien franco-allemand est rompu et que les piètres performances économiques de la France font qu'elle n'est plus respectée en Europe. Les Français sont enfermés dans leur petite île, tant qu'ils pouvaient parler et exporter les Lumières et se donner une posture avantageuse, ils s'intéressaient à l'Europe. Ils voient bien qu'aujourd'hui, ils sont de plus en plus isolés. D'ailleurs, l'interview de Manon Aubry est assez explicite. Culture économique zéro. Aujourd'hui, la France insoumise a pris le rôle des communistes d'antan. Vous savez, Marché qui disait au-delà de temps, je prends tout. Mais finalement, elle nie ce qui se passe au Venezuela et la déroute économique, comme vous avez essayé de la pousser dans ses retranchements. Pas du tout. Elle cite Pinault, mais Pinault, c'était un exemple, un tout petit noyau, effectivement, de milliardaires. Mais la France reste le pays le plus redistributif du monde. Et donc, si vous voulez, tant que la France n'arrive pas à être, comme elle l'était encore il y a 10 ans, devant l'Allemagne en termes de fondamentaux, et tant qu'elle n'arrive quand elle n'arrive plus à rayonner, l'Europe ne l'intéresse plus. Aujourd'hui, nous sommes prisonniers de nos problèmes intérieurs et de la crise politique qui n'en finit pas. Alors sur le problème de l'écologie, qui est un problème qui préoccupe beaucoup les gens, et une montée dans l'opinion publique évidemment de ces préoccupations-là, il y a le G7 qui a démarré à Metz hier avec les ministres de l'Environnement du G7 qui étaient présents. Vous avez entendu, elle a un discours très, très porté sur l'écologie. Et en même temps, la liste écologie, Europe Écologie Les Verts de Yannick Jadot pourrait obtenir même type de score, jusqu'à 8,5% dans le dernier sondage. Là, il y a un parallèle d'intention dans les sondages qui est assez intéressant. Oui, mais c'est une mue à gauche dont on a constaté à la manifestation lors de la dernière élection présidentielle avec Jean-Luc Mélenchon. Mais à deux, ils sont presque à 18%. Oui, rappelez-vous, Benoît Hamon était très branché transition énergétique, écologie, ça lui était arrivé d'ailleurs un petit peu comme ça. C'est un petit peu le drame de la question environnementale, c'est de rester Benoît Hamon, c'est 5,5 dans le meilleur des cas. Oui, je parle du scrutin précédent. Mais c'est le drame de la question environnementale que d'être ultra politisé. C'est pas une question politique, c'est une question sociétale, c'est une question économique, c'est une question de santé publique, c'est probablement une question de survie. Et chez nous, en tout cas en France, elle reste extrêmement politisée. Donc tant qu'elle sera politisée, elle ne franchira pas les barrières nécessaires à sa mise en application. Or aujourd'hui, dans le monde économique, dans le monde scientifique et dans une partie du monde politique,
on sait que c'est absolument incontournable. Et que ce sont les gisements d'emploi d'aujourd'hui oui, et de c'est demain. ni la droite ni la gauche qui réussiront à mener, c'est l'ensemble du monde politique. Sauf que ça suppose une culture de consensus dont nous sommes relativement éloignés en France. Je suis assez d'accord, avec vous, cher ami, mais avec Manon Aubry, elle a raison, sur l'écologie. Bien d'accord avec Manon Aubry. Ce quinquennat qui n'a aucun cap ni vision, qui navigue et qui essaie de survivre au gré de ses intérêts, effectivement, sur l'écologie, n'a pas fait grand-chose. Nicolas Hulot a eu raison de démissionner. Et c'est un enjeu majeur, non seulement pour l'avenir de la planète, mais pour nos enfants. Et c'est effectivement, on n'arrive pas à mobiliser là-dessus de façon sérieuse. Il reste une minute. Qu'est-ce qui peut se passer pour qu'il y ait une mobilisation? Voilà la question aujourd'hui. On s'approche du scrutin, 26 mai, les européennes. Samuel Ribaud, quelques secondes. Mobilisation pour le scrutin ? Honnêtement, je pense qu'on ne va pas dépasser ce qu'il y a dans les intentions de vote aujourd'hui. Ce qui est dommage, c'est qu'en fait, le discours sur la déconnexion de l'Europe vis-à-vis de ses citoyens a gagné. Et à partir du moment où vous êtes convaincu que l'Europe est déconnectée, ne s'occupe pas de vous et n'édicte que des directives qui parlent de la taille des fromages et de la taille des imperméables que vous allez pouvoir mettre pour protéger de la pluie, ça ne fonctionne plus. La déconnexion l'a emporté, c'est dommage. C'est paradoxal parce que vous dites déconnexion et en même temps, l'Europe a toujours été présentée comme le bouc émissaire des difficultés françaises et des difficultés de la France à s'adapter à la mondialisation. Donc finalement, aujourd'hui, les Français sont un peu perdus, mais je crois que le responsable, c'est le chef de l'État. La fameuse doctrine du « en même temps », finalement, est d'une grande perversité, parce qu'on ne sait plus où on en est. Merci Hubert Coudurier, directeur de l'information du Télégramme, président de TBO et de TB Sud, les deux chaînes TNT de Bretagne. Merci Samuel Ribaud de l'ALP, l'agence locale de presse qui travaille pour la presse quotidienne régionale. Et si on va regarder ensemble le Zap Matin de Christophe Combarieux, ce qui s'est passé dans les journaux télévisés hier soir, les émissions politiques ce week-end, mais également dans les autres matinales d'infos chez nos confrères ce matin. On regarde ensemble et on se retrouve juste après. À tout de suite. Vous avez pensé ça automatiquement en tête. Ça allait être facile. Ça a été dit par les commentateurs. Ouais. Moi, je ne l'ai jamais cru. Et on voit aujourd'hui vous que avez toujours dit l'enjeu, que ce serait difficile et que vous ça seriez serait derrière la liste de Marine Le Pen. Et moi, je n'ai pas oublié qu'aux dernières élections européennes, c'est bien le Front National qui était en tête. On voit bien que le Rassemblement National est dans un score, au niveau des sondages très serré avec la République En Marche et ses alliés. Et nous avons un projet qui est très différent de celui du Front National. Et nous souhaitons absolument rappeler aux Français que la France dans l'Europe, nous ne sommes que plus forts. J'aurais préféré avoir un adversaire principal différent de celui-là. Simplement, c'est celui-là que je combats. Ça tombe bien, c'est mon engagement de toujours. Ça tombe bien, battre l'extrême droite, c'est aussi pour ça que je suis entré en politique. Fin de fête pour Castaner, contraint de faire un mea culpa retentissant. J'entends le reproche qui m'est fait d'avoir utilisé le mot attaque. Intrusion violente, terme utilisé par la directrice, est en effet mieux adapté. Je n'irai pas demander sa démission, ça me paraît totalement disproportionné. On attend simplement qu'il joue vraiment son rôle. Et je crois qu'il faut qu'il le fasse aussi au service des forces de l'ordre qui sont épuisées par cette situation qui dure depuis trop longtemps. Moi, je sens une vraie dynamique, un vrai enthousiasme de campagne. Est-ce que vous le sentez dans les sondages que vous réalisez vous-même ? Et quand je vois des gens qui sont dans la rue s'immobiliser, quand je vois qu'on a autant de gens sur nos meetings mobilisés, autant de gens qui font campagne, je suis plutôt optimiste. Oui, c'est vrai, nous sommes ceux qui votent le moins à l'élection européenne. Croyez bien que ça ne me fait pas plaisir. Et du coup, je mets en garde mes amis et nos électeurs. Moi, je comprends vos raisons qui, intellectuellement, vous poussent à dire pourquoi irais-je voter pour quelque chose que je combats. Mais si vous ne le faites pas, vous allez laisser M. Macron sortir triomphateur et vous allez voir ce qu'il va vous mettre. Les Républicains, là, actuellement, M. Wauquiez, il a un programme, c'est le nôtre. C'est limite s'il n'y a pas même les coquilles, s'ils n'ont pas reproduit les coquilles dans notre programme. J'ai dit, vous savez, au niveau national, au niveau international, dans le monde, les Chinois sont les spécialistes de la contrefaçon. Bon, disons que les Républicains en France, ce sont les Chinois de la vie politique française, quoi. Le président de la République s'est montré extrêmement motivant pour que, à la fois... C'est comme ça que vous dites quand il met la pression, il est motivant. Okay. Non, tout simplement, je vous dis ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Donc moi, j'ai ressenti un moment où le président de la République nous disait qu'il fallait être très motivé, très allant. Rien n'arrête Mme Le Pen, c'est assez inouï. C'est-à-dire que Mme Le Pen, pour le coup, elle a effectivement totalement changé son programme à l'occasion de l'élection européenne pour se mettre à dire exactement ce que disait la droite républicaine depuis très longtemps. Je ne vais pas faire le jeu du c'est toi qui l'as dit le premier, mais enfin c'est quand même complètement ridicule. Voilà, troisième partie de notre édition avec Territoire Sénat qui démarre dans un instant. À tout de suite.